est en route. Ah bah vous avez un petit topo là. Non, j'ai des photos. Ah ben, À la fin, pupitre, intervention. pupitre d'abord, Pour faire le lien entre. et je pense que ensuite ça vous pourrait faire venez, le puis lien entre ensuite, moi et voilà. Michel. D'accord. Et vous pouvez, il y a un pointeur aussi si vous voulez. Vous voulez vous mettre au pupitre ou vous voulez rester là? C'est-à-dire que je vois, si vous voulez pointer quelque chose sur la photo. Ah d'accord, oui, non. Non. Vous voulez être assise ou au pupitre? D'accord, allez-y. D'accord. Allez-y. Vas-y, va au pupitre d'abord. Bon, je suis très heureux d'accueillir deux préfets sur scène qui ont tous connu, tous les deux connu Calais, en tout cas le cas de Calais, la question de Calais. Fabienne Bussiot, qui est préfète de Normandie et qui a assisté à la construction et jusqu'au démantèlement du camp de Calais. Et puis Michel Lalande, préfet des Hauts-de-Seine, qui lui, préfet des Hauts-de-France, pardon, qui lui a géré au fond la répartition de 850 migrants dans votre... Qui continue aujourd'hui. Et qui continue aujourd'hui. Donc voilà, ça sera un panorama de cette question. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre présence, pour votre intérêt surtout sur ces sujets qui me semblent effectivement majeurs et qu'effectivement avec mon collègue nous avons vécu et de près et que nous continuons à le vivre même si mes fonctions à moi maintenant sont différentes. Je vais vous parler... Il me revient de vous parler d'un épisode de cette histoire migratoire qui est un éternel mouvement, épisode qu'a vécu notre pays et qui a mis la France sous l'œil des projecteurs du monde entier. Je veux parler de Calais, du camp de la Lande, souvent appelé la jungle par les médias. Pourquoi et comment ce camp s'est créé, comment il a été organisé et pourquoi et comment il a été démantelé. J'ai vécu, avec beaucoup d'autres, cette aventure humaine peu ordinaire, dans un poste de responsabilité et d'action, puisque pendant toute cette période, j'étais préfète du Pas-de-Calais. Quelques données pour commencer, pour expliquer, et tout à l'heure mon collègue Didier Lesky disait combien tout se focalisait sur Calais par rapport au flux migratoire, alors que Calais n'est qu'un phénomène particulier et qui ne doit pas donner lieu à... Il ne faut pas juger les flux migratoires et la situation migratoire par rapport à Calais. Quelques données seulement pour commencer. Calais, sans être le chef-lieu du département du Pas-de-Calais, c'est la ville la plus peuplée, avec 70 000 habitants. Les côtes françaises sont à moins de 30 km du Royaume-Uni. Et chaque jour, ce sont des centaines de camions et de voyageurs qui effectuent la traversée dans un sens ou dans l'autre, grâce à deux importants vecteurs, Eurotunnel, une navette, avec plusieurs dizaines de camions toutes les 11 minutes, et le port de Calais. Ça vous explique vraiment la situation exceptionnelle de Calais. Aucun autre port en France n'a cette situation et cet attrait pour les migrants qui veulent passer au Royaume-Uni. La naissance du camp de Calais, le camp de la Lande, appelé souvent la jungle, quand je suis arrivée, que j'ai pris mes fonctions comme préfète du Pas-de-Calais, c'était, et Michel s'en souvient, c'était en février 2015, j'ai une mission qui m'est confiée par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Je suis reçue par Bernard Cazeneuve, que je ne connaissais pas particulièrement, mais qui était mon ministre de l'Intérieur. Il me reçoit, ce qui était assez rare quand même quand on prend ses fonctions, d'être reçu personnellement par le ministre de l'Intérieur, et il me confie ma mission. Et il me dit, il faut, à Calais, améliorer les conditions de vie des migrants, les regrouper, les éloigner du centre-ville, pour une meilleure acceptation des Calaisiens. Et il me fait comprendre qu'il aimerait que je fasse tout ça, et je comprends tout à fait cette demande, sans utiliser la force publique. Bien, me voilà arrivée dans mes fonctions, et je me souviens très bien de ma première réunion avec les forces de l'ordre, et je leur répète cette mission. Alors il faut savoir qu'à l'époque, qu'est-ce que c'était les migrants à Calais? Il y avait deux camps, il y avait au total environ entre 1000 et 1500 personnes à Calais, ce qui est très peu par rapport à ce qu'on a connu après. Il y avait un camp de 1000 personnes, c'était essentiellement des Érythréens et des Soudanais qui étaient près d'une usine chimique. Et puis il y avait, on appelait ça le camp de Tioxide, et il y avait juste en face
un autre camp, 500 personnes à peu près, et c'était des Afghans. Donc 1500 personnes qu'il fallait déplacer et amener sur un lieu que la ville de Calais avait mis à notre disposition, un ancien centre aéré, donc avec tout un équipement en bâtiment et surtout devant une grande lande sur laquelle pouvaient s'installer les migrants. Ça les éloignait en même temps du centre-ville, parce qu'il faut aussi penser aux Calaisiens. Et puis surtout, ça nous a permis, avant même de déménager ce camp, ces premiers camps, de leur installer un accueil humanitaire. Avant même que le premier migrant se déplace vers le camp de la Lande, qui allait devenir ce que vous avez connu, eh bien, nous distribuions déjà à l'époque plus de 600 repas par jour avec l'aide des associations qui ont toujours été dans le jeu à tout moment de cette vie du camp de la Lande. Comment on a fait pour déplacer déjà ces camps sans avoir à recourir aux forces de l'ordre? La première des choses que j'ai faites, et peut-être que Pierre-Henri s'en souvient, parce que j'ai reçu, mon premier travail, ça a été de recevoir toutes les associations, avec leurs différences, mais avec ce qu'elles étaient et avec leur volonté commune. Je les ai reçues et je leur ai dit, voilà, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, voilà, on va devoir déplacer ces migrants parce qu'ils vivent dans des conditions tout à fait indignes, parce qu'on a souvent critiqué le camp de la Lande à Calais, qui était un camp extrêmement organisé, extrêmement géré par l'État, alors qu'avant, ils vivaient dans des conditions, il n'y avait aucun abri, aucune installation sanitaire, aucune douche. Enfin, c'était vraiment, on ne pouvait pas les laisser dans ces conditions. Et j'ai donc dit ça aux associations, j'ai dit, on les fait venir, on va leur fournir au moins un repas par jour, on va installer des sanitaires, des prises électriques pour leur portable, enfin des choses déjà rudimentaires, mais beaucoup mieux par rapport à ce qu'ils avaient. Et je leur ai dit que j'allais avoir besoin d'elles. Et les associations m'ont répondu, on n'est pas les opérateurs de l'État. Je le dis parce que c'était le mot ça m'avait beaucoup marqué. On n'est pas les opérateurs de l'État, vous voulez les déplacer, vous n'y arriverez pas, et débrouillez-vous. Enfin, en gros, hein. Mais je ne critique pas du tout les associations qui m'ont dit ça. Je leur ai même dit, vous avez raison. Vous n'êtes pas les opérateurs de l'État pour ce genre de travail. C'est à nous d'apporter notre message de déplacement et de proposition que l'on fait aux migrants. Je crois qu'à partir de ce jour-là, on a pu bien discuter avec les associations. Mais par contre, les associations m'avaient dit quelque chose d'important. Elles m'avaient dit, par contre, si vous allez porter, vous, le message, eh bien, nous, associations, ils reviendront vers nous, les migrants, pour nous demander est-ce que c'est vrai ce que dit l'État. Et elle m'avait dit, eh bien, on dira qu'effectivement, c'est vrai. Alors voilà, nous avons débuté, nous sommes allés, alors le sous-préfet a fait ça, le sous-préfet de Calais a porté ce message aux migrants, et avec des interprètes, pour que tout cela soit compris, on avait laissé 3 semaines. 3 semaines pour que ces camps se déplacent tout seuls. Mais j'avais aussi dit, parce que représenter l'État, c'est maintenir l'ordre et c'est de faire en sorte que notre société soit le mieux organisée possible. J'avais aussi dit que si au bout de 3 semaines, les camps ne bougeaient pas, je serais obligée d'employer d'autres moyens. Et puis, nous avons porté cette parole, rien n'a bougé. Pendant 2 semaines et demie, on arrivait à la fin du délai, rien n'a bougé. Et puis, le dernier week-end, mon sous-préfet de Calais m'a appelé, il m'a dit, ça commence, 2 ou 3 tentes se sont installées, et après, en 3 jours, c'est 1500 personnes qui se sont déplacées et le camp de la Lande a commencé. Voilà comment est né, en février, au printemps 2015, ce camp de la Lande. Un camp qui grandit ensuite, qui s'équipe de mieux en mieux. Au fur et à mesure, nous avons amélioré les conditions. Nous avons utilisé, alors non pas les bâtiments du centre aéré, nous ne pouvions pas les utiliser, les bâtiments qui avaient été mis à disposition par la mairie de Calais, parce qu'ils avaient de l'amiante, c'est d'ailleurs pour ça que ce n'était plus un centre aéré. Donc nous avons construit, aménagé avec une association, et je vais citer son nom, c'est une association locale, et je vois que Pierre-Henri approuve du chef, c'est vraiment une association locale peu connue au niveau national, mais qui a fait un travail formidable. C'est l'association de la vie active, qui est toujours très présente, je crois, à Calais, et nous avons vraiment eu de cesse d'améliorer les choses, avec des accueils de médecins, vraiment des choses assez extraordinaires. La distribution des repas qui était de 600 au début, on est passé vers la fin, on distribuait plus de 4000 à 5000 repas. On distribuait 3 repas par jour, avec un accès aux douches, accès aux médecins. Il y avait une école de la République qui était installée. On avait même installé un hôpital des lits de convalescence pour les migrants,
pour pas qu'ils soient éloignés du camp et qu'ils puissent rester à proximité. Il faut savoir que j'ai vu aussi l'évolution de ce camp. Au départ, je vous ai parlé des nationalités. C'était essentiellement des Érythréens qui étaient majoritaires. Après, il y a eu les Soudanais qui sont arrivés en beaucoup plus grand nombre. Les Soudanais ont pris un peu le dessus. Après, j'ai vu arriver les Afghans, qui sont devenus encore davantage les organisateurs du camp. Chaque nationalité s'organisant en quartier. Peu de femmes et d'enfants. J'ai oublié de vous signaler que dès le début, les femmes et les enfants, nous les avions mis à l'abri, dans le dur, à l'intérieur de ce qui était l'ancien centre aéré. Pour les femmes qui l'acceptaient, bien sûr, certaines ne le voulaient pas. Mais on n'a jamais eu beaucoup, contrairement à ce qu'on a pu entendre, on n'a jamais eu un grand nombre de femmes et d'enfants. C'était essentiellement, mais ça a été dit par Didier Lesky, nos migrants sont essentiellement, comme d'ailleurs en Allemagne, essentiellement des hommes jeunes, dans la plupart des cas. Il y a eu ensuite les sujets qui ont commencé d'ordre public, qui existaient déjà, mais qui se sont amplifiés, avec des tensions sur la rocade portuaire, qui menait les camions jusqu'au port ou à Eurotunnel. Le travail, alors je le dis parce qu'il faut le dire, le travail formidable des policiers dans le démantèlement des filières, parce que de nombreuses étaient les filières. Un mot sur le démantèlement des filières. Vous vous dites, mais pourquoi, quand on démantèle une filière, on ne produit pas un effet? Il faut dire que les filières, c'est un fil qui commence dans le pays d'origine du migrant et qui va jusqu'au Royaume-Uni. Et quand nous, on démantèle une filière, on ne fait que couper ce fil. Et qu'en fait, il y a tellement de l'argent qui est en jeu que ce fil se reconstitue très vite après. J'ai entendu, moi, des migrants dire dans leurs auditions par les policiers, des migrants, des passeurs, dire « Avant, je donnais dans la drogue, maintenant, je fais dans le migrant, ça rapporte plus ». Non, mais pour vous dire que quand on lutte contre les flux migratoires, parce qu'on lutte tous contre les flux migratoires, contre l'inhumanité de ces mouvements, il faut savoir que c'est quand même de l'exploitation humaine. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, que l'on soit association, que l'on soit représentant de l'État, à ce que l'on fait pour ne pas servir non plus innocemment ces trafics humains. De jour en jour, nous avons vu le nombre grossir de personnes, puisqu'au moment du démantèlement, un peu moins de 2 ans après, 18 mois après, nous sommes arrivés à près de 8000 personnes. On n'a jamais eu de gros problèmes d'ordre public à l'intérieur du camp. Nous n'avons eu que 2 grandes bagarres entre nationalités, sans jamais à l'époque, sans jamais d'armes. Et on avait fait aussi des perquisitions, parce qu'il y avait des bruits qui circulaient sur des armes qui seraient dans le camp de la Lande. Jamais nous n'avons trouvé d'armes. Je sais que mais mon collègue en parlera, que les choses ont, semble-t-il, évolué depuis. Nous avons continué à discuter, bien sûr, avec les associations. Ce n'était pas toujours évident, parce que nous étions, avec nos équipes, on améliorait les choses par le travail avec les associations, par le dialogue avec les collectivités. On améliorait sans arrêt les choses pour les migrants. C'est une expérience, j'ai la chance quand même d'avoir vécu une expérience humaine assez extraordinaire. Mais vous le savez, vous lisez la presse, l'État n'était souvent que critiqué sur le camp de la Lande et sur son organisation. Et on était critiqué parce qu'on n'en faisait jamais assez pour certains, mais on était aussi critiqué parce que certains trouvaient que l'on en faisait trop. Dans Calais, il se disait que si on veut un rendez-vous auprès d'un médecin plus vite, il faut aller sur le camp de la Lande. Vous voyez, les migrants sont mieux traités que nous. Donc on était entre ces deux genres de positions, que je pense que vous comprenez bien. Et je disais à mes équipes, tant qu'on est critiqué des 2 côtés, c'est qu'on est à peu près sur le bon chemin. Il fallait simplement pouvoir accepter, supporter la critique et surtout continuer à agir. Et ce qui nous a toujours motivés, c'est l'intérêt de ces personnes qui, je le dis et je le répète, à 95% sont de braves gens et sont des gens qui veulent un meilleur avenir, rien de plus. Je crois qu'il faut aussi le souligner. Pourquoi, il y a un moment, on s'est dit qu'il fallait démanteler ? Bien parce que le camp grossissait sans arrêt. On avait bien compris qu'on était un camp pour les filières. Ils disaient « Allez à Calais, vous vous installez dans le camp, vous êtes nourris, logés ». On avait installé des places, on avait 1500 places
construite pour recevoir des personnes. Vous êtes nourris, logés, entretenus, il y a les médecins. Enfin voilà, vous avez un accueil humanitaire certes sommaire, je le dis bien, mais on avait quand même un accueil humanitaire. Et on s'est dit, jusqu'où on va aller? C'est plus possible pour Calais de supporter un tel camp. En plus, il y avait des images terribles quand il y avait des affrontements, vous vous souvenez, sur la rocade, où on voyait les fumées, les gaz lacrymogènes qui pouvaient retomber sur le camp. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Alors comment faire quelque chose et jusqu'où fallait-il aller? En fait, le démantèlement que vous connaissez, que vous avez, parce qu'il a été énormément médiatisé, c'était que la troisième partie du démantèlement. On s'y est pris en 3 fois, mais en 3 fois organisé et programmé. Au départ, il fallait d'abord se dire, on ne peut pas organiser un démantèlement en disant on va faire partir les gens, mais où vont-ils aller? Et c'est là qu'ont été créés les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. C'était une idée formidable et j'en parle d'autant plus volontiers que c'était pas mon idée à moi, ni même au cabinet du ministre. C'était l'idée de 2 personnes qui avaient fait une mission sur les migrants et qui étaient venues nous voir. Je cite Jean Haribo et Jérôme Vignon, qui étaient des personnes venant du monde associatif et qui étaient reconnues par les associations, qui nous ont dit c'est ça la solution. Alors eux, ils appelaient pas ça CAO, centre d'accueil et d'orientation, ils appelaient ça dans leur rapport des centres de répit. Ils nous disaient, nous on fait le pari que si vous installez ces gens dans un lieu où ils sortent des mains des passeurs, où ils ont un répit, eh bien vous allez pouvoir leur parler et leur persuader que leur avenir, il n'est pas au Royaume-Uni, que leur avenir, il peut être en France et que la France est prête à les accueillir. Bien, c'est ce pari-là dans lequel on a cru et je salue le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, a entendu ce message, a compris, et avec son directeur de cabinet de l'époque et toute son équipe, et tous les préfets de France, tous les préfets de région de France, on a mis en place ce que vous connaissez, les centres d'accueil et d'orientation, pour pouvoir diriger les migrants depuis Calais vers ces centres d'accueil et d'orientation. Voilà, c'était vraiment une opération, et je le revendique, une opération humanitaire. Pourquoi aussi cela était possible ? Parce que moi-même et mes équipes, on avait acquis au fil du temps une parfaite connaissance des migrants et de leur état d'esprit. Personnellement, je me promenais dans le camp de la Lande sans aucune protection. On pouvait aller dans le camp de la Lande sans problème. Tout ce qu'on imagine sur les migrants, ou ce qui parfois vous pouvez être véhiculé par la presse, était quand même assez loin de la réalité. Et je me suis rendu compte aussi, et les associations avec moi, de l'état de lassitude dans lequel étaient les migrants. Ils étaient à Calais, ils n'arrivaient plus à passer au Royaume-Uni, c'était devenu extrêmement dangereux. On avait renforcé la protection autour d'Eurotunnel, on avait renforcé la protection autour du port de Calais. Il y avait de plus en plus de protection aussi sur la rocade, et donc ils étaient amenés à prendre de plus en plus de risques, à la fois pour eux-mêmes et pour les policiers également. Et ils se rendaient compte qu'ils n'y arrivaient plus. Donc il y avait une espèce de lassitude. Il y a eu un moment clé dans ces décisions, c'est j'ai eu toujours beaucoup de mal à discuter directement avec les migrants. Et grâce à une ONG qui est arrivée un peu tardivement sur le camp de la Lande, je vais la citer, c'était Acted, qui est arrivée et qui a réussi à me mettre en contact avec les chefs de communauté, que ce soit les chefs afghans, les chefs soudanais, les chefs érythréens. Et à partir de là, chaque jeudi, j'avais une réunion avec les associations et derrière, j'allais discuter avec les chefs de communauté. Un lien s'était établi entre nous et un lien de confiance sur la parole s'était établi entre ces chefs et moi et mon équipe. Ça a été très important parce que beaucoup de choses s'est joué sur la parole et la confiance. Je vous ai parlé des CAO. Je vous ai dit également que le démantèlement s'était fait en 3 temps. Nous avons d'abord, avec le concours des associations et avec leur aide, décalé le camp d'une centaine de mètres de la rocade pour justement mettre les tentes à l'abri quand il y avait les habitats à l'abri des incidents qui pouvaient avoir lieu sur la rocade. Les associations nous ont aidés, les migrants ont accepté, on les a décalés une première fois. Ensuite, quand nous avons commencé à installer des places pérennes, c'est-à-dire 1500 places couvertes, nous leur avons dit
il faut maintenant dégager toute la partie sud du camp, de manière à rejoindre ces habitats. Et c'est là que nous leur avons donné le choix entre aller dans les centres d'accueil et d'orientation ou rejoindre ces 1500 places. Parce qu'on avait fait le pari au début qu'on pourrait rester à 1500 places à Calais. Vous voyez qu'on n'avait pas forcément l'idée de tout démanteler. On s'est dit, essayons. Eh bien, donc, nous sommes arrivés à faire cette seconde partie. Alors, je passe un peu vite. Michel, c'est que ça a été beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a eu des recours juridiques que nous avons gagnés de certaines associations qui considéraient que nous n'avions pas assez de place à proposer aux migrants. Enfin, il y a eu un débat juridique qui a été tranché en faveur de l'État, et nous avons donc pu organiser cette première partie du démantèlement. Nous sommes restés sur le camp. À l'époque, nous étions redescendus à 3000 personnes, mais on s'est rendu compte que le phénomène continuait, que les gens continuaient à arriver, et que c'était une utopie que de vouloir dire on va arriver à réguler à 1500 personnes. Puis on avait vu aussi que les centres d'accueil et d'orientation, ça fonctionnait, que ça ne posait pas, on avait tout entendu sur les centres d'accueil et d'orientation, qu'on allait créer des petits Calais un peu partout en France. Bon, petit à petit, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et à partir de là, nous nous sommes dit que le temps était venu pour trouver un meilleur avenir à nos migrants et aller jusqu'au bout en leur proposant donc à tous de partir. Et je me souviens très bien de la réunion avec les chefs afghans quand j'ai annoncé que maintenant l'État allait démanteler tout le camp. Ils ne m'ont jamais mis une seconde en doute. Ils m'ont dit d'accord, et ils m'ont simplement dit on veut accompagner nos camarades. Est-ce qu'on peut rester jusqu'à la fin, et est-ce qu'à la fin, nous aussi, on aura encore une place? Et je leur ai donné ma parole qu'ils auraient, eux aussi, encore une place à la fin. Et c'est là qu'on a mis en place cette fabuleuse organisation qui a demandé quand même plusieurs semaines de travail. Et j'ai bénéficié, c'est vrai, d'une confiance absolue, à la fois du cabinet du ministre lui-même, mais aussi d'un travail considérable avec les associations. Alors, avec des positions différentes, divergentes, le monde associatif est ainsi fait, mais encore même des associations qui nous ont aidés et qui ont permis de démanteler sans jamais avoir à faire de l'ordre public. Parce que beaucoup de journalistes attendaient des images d'ordre public et on est arrivé à le faire vraiment sans grande difficulté, mais avec une énorme organisation. Je vous passerai des choses, mais on avait créé une gare autoroutière carrément avec des choix de régions pour les migrants. Les nationalités s'étaient organisées. Il y avait eu le jour des Afghans, le jour des Soudanais. Enfin, tout ça a été parfaitement orchestré, organisé avec des circuits de bus définis à l'avance, des choix de régions proposés. Je l'ai dit, un centre de commandement installé sur place. Une gestion de la presse, parce qu'on ne peut jamais faire ce genre d'opération sans la presse. Une gestion de la presse en transparence, qui vivait avec nous ce que nous vivions. On s'attendait à devoir accréditer 200 ou 250 journalistes pour ce démantèlement. Nous en avons accrédité 800. 800 journalistes du monde entier. J'ai parlé à des Mexicains, à des Brésiliens, à des Chinois. Enfin, vraiment, le monde entier regardait ce que nous faisions à Calais. Et j'ai vraiment compris ce jour-là que la France était regardée et que la France devait réussir. Je n'avais pas le droit, avec les équipes, avec tous ceux qui m'entouraient, on n'avait pas le droit, il fallait qu'on réussisse cette opération. Quelques réflexions pour finir. Alors vous me le permettrez, en étant femme, vous pouvez peut-être vous demander, être femme face à cette situation, face à des nationalités où la place des femmes est assez éloignée de nos critères, comment j'ai pu vivre ça? Eh bien, je dois vous dire que je n'ai jamais eu aucune difficulté. Je me souviens notamment de la visite de l'ambassadeur afghan qui est venu parler aux Afghans sur le camp de la Lande, que j'ai accompagné. Alors il a parlé, bien sûr, j'avais un traducteur, mais il a parlé dans sa langue aux Afghans. Et à un moment, il s'est tourné vers moi. Tous les Afghans étaient que des hommes, étaient assis en tailleur devant moi. Je devais en avoir 300 ou 400. Et il m'a dit, il voudrait que vous leur parliez et ils ont des questions à vous poser. Donc bien sûr, je l'ai fait avec un traducteur. Et il me disait, pourquoi vous ne voulez pas qu'on passe en Angleterre? Alors je leur expliquais, il y a une frontière, non, on ne vous laissera pas passer. Non, c'est les lois de notre pays et vous devez respecter ces lois. Et puis je leur ai dit, la rocade, c'est plus la peine d'y aller, vous risquez votre vie et vous ne passerez pas. Enfin, des propos assez fermes, assez durs. Je devais tenir la position
qui était la plus juste possible et la seule qui devait leur être tenue. On n'a pas le droit de mentir à ces personnes. Eh bien, aucune difficulté. Et même à la fin, ils m'ont applaudi. Je trouve que c'est relativement rare et ce n'est pas des choses que l'on verrait dans nos pays. Les discussions aussi avec les chefs de communauté, aucun moment être une femme n'a été un handicap. Ils me connaissaient, ils me reconnaissaient. Ça a été tout naturellement fait avec eux. Et je dois vous dire que certains qui sont encore dans les CAO, je suis encore en lien avec eux. Et ce lien est maintenu au fil du temps. Alors la première réflexion à être une femme, après le monde des associations et le monde des médias. J'ai beaucoup appris sur le monde des associations, parfois déçue, parfois je trouvais des gens exceptionnels, mais il faut faire très attention, parce que j'ai vu des associations perdre le fil de ce qu'était leur mission. Par moments, je disais à mes équipes, attention, nous, c'est l'intérêt des migrants, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et j'ai vu des associations me dire au moment du démantèlement, vous n'allez quand même pas nous enlever nos migrants. Et ça, j'ai dit, là, il y a un problème. Je leur ai dit, ce ne sont pas vos migrants, ils ne sont pas votre propriété, ce sont des êtres humains qui ont leur libre arbitre. À nous de leur montrer quel est le seul chemin possible. Donc ça, je me souviens très bien de ça. Je me souviens aussi de grandes associations que je ne citerai pas, ou un responsable, quand je lui disais, mais enfin, c'est la seule chose que nous avons à faire, qui m'a répondu, madame, moi je fais de la politique. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je ne fais pas de la politique, je fais de l'humain et de l'intérêt général. Voilà, vous avez tout, mais vous avez souvent des gens formidables. Il ne faut surtout pas oublier ça, des gens dévoués et qui font un travail de proximité. Je pense à tous les bénévoles, notamment assez exceptionnels, qui souvent sont mal renseignés sur ce que fait l'État lui-même, et j'aimais bien échanger avec eux. Les médias. Alors les médias, c'est assez particulier. Et le problème des médias, c'est que souvent ils viennent, c'est jamais les mêmes personnes. Donc chaque fois, il faut tout recommencer. C'est pas un journaliste qui va suivre, sauf peut-être dans les grands journaux, mais c'est jamais le même journaliste qui suit forcément le dossier. Donc on peut avoir des articles contradictoires, mais en tout cas, nous avons souvent eu une presse qui était plutôt dure à l'égard de ce que faisait l'État, une presse que j'ai vécue comme injuste, mais ce qui ne nous a pas empêché de suivre notre chemin, de faire avec et d'avancer. Ce qui était le plus difficile, c'était de se dire que le citoyen était mal informé. Et c'est pour ça que c'est toujours agréable d'avoir ce genre d'échange avec vous pour pouvoir modestement essayer de rétablir un peu la vérité sur ce que nous avons fait, sur ce que nous avons vécu. Ce n'était pas parfait. Nous avons fait ce que nous pouvions et devions faire, mais nous l'avons fait le mieux possible. Et pour terminer, je voudrais juste vous montrer quelques photos, 10 photos qui illustrent, je crois bien, le phénomène. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà la photo du camp de la Lande. C'est déjà la moitié, ça. C'est ce qui reste. Oui, c'est la moitié. C'est juste avant le dernier démantèlement. Vous voyez en haut, là c'est la bande, je vous disais, la bande des 100 mètres, la rocade est là. La bande des 100 mètres où nous avions déjà reculé les migrants pour pas, quand il y avait des affrontements ici, parce que vous voyez, la rocade est à proximité. Eurotunnel est à quelques kilomètres par ici. Le port est un peu plus loin de l'autre côté. Et la rocade est le lieu de passage. Donc, premier épisode, le recul de la bande des 100 mètres. Second épisode, la même taille de ce côté-ci avait été démantelée. Et ça, c'est quelques jours avant le 24 octobre. Oui, la date du démantèlement, c'était le 24 octobre 2016. Et c'est là que 2017, c'est là que nous avons déménagé cette partie-là. Avec, vous voyez, les containers que nous avions installés. Le camp Jules Ferry, que j'arrive plus à repérer, qui doit être par là. Je ne sais plus où est le camp, où il y avait les bâtiments durs. Donc, là, peut-être. Ah oui, voilà, où il y avait les repas, l'hôpital, voilà tout ce que nous avions installé là, et là où les migrants, 1500 migrants dormaient ici. Voilà cette photo. Alors, une autre photo pour avancer.
Voilà, alors ça c'est une photo du démantèlement, c'est quand nous mettions les bracelets, voilà, et deux personnes qui m'ont accompagné, Didier Lesky et Pierre-Henri se souviennent de ces bracelets, puisque par région, quand ils avaient choisi une région, eh bien on leur mettait un bracelet, il y avait même de couleur selon la région, avec le nom de la région marqué sur le bracelet. Ça c'est quelques photos. Des photos que j'ai trouvées belles et qui je trouve montrent un petit peu. Ça, c'était le lundi 24 octobre 2016, alors que l'évacuation du campement de Calais débute. Celle-ci, c'est un migrant se rendant à la gare routière que nous avions mis en place. Ça, c'est un Éthiopien qui attend d'être enregistré pour partir dans un centre d'accueil. Alors ça, c'est une petite boutade. C'est les migrants, après, montés par groupe de 50 dans les bus. Et nous avions sorti une société, c'était la société Englard. Et son slogan, c'était « Au bout de vos rêves ». Et je trouve que la photo était bienvenue. Voilà, là, c'est un panneau qui était fixé à l'entrée du camp. Ça, c'est le deuxième jour du démantèlement. Là, on parle de 700 journalistes à ce moment-là. Voilà, quelques autres photos. Voilà ce que je pouvais vous dire de Calais, de ce moment exceptionnel. Et on doit dire, Michel, que plus d'1 an et demi après, le camp qui devait se reconstituer sous 3 jours ne s'est pas reconstitué. Voilà, donc c'était une opération durable dans le temps. Merci. Michel Lalande, vous étiez directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve au moment du démantèlement, avant de prendre vos fonctions de préfet des Hauts-de-France. C'est comme vous voulez. Voilà. Ça fera bien. Oui, j'étais effectivement directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve dans des moments très difficile, fin 2014, 2015 et une grande partie de 2016. Et si 2015, il y a eu les migrants, il y a eu aussi les attentats, si vous le permettez, qui m'ont quand même durablement marqué. Mais avant ces heures et ces années difficiles, il y a eu d'autres années quasi féeriques. C'est là où j'ai connu la Normandie, quand j'étais préfet à Caen. Et j'ai en souvenir des commémorations du 70e anniversaire du débarquement, où on accueillait d'autres migrants dans la joie, avec beaucoup de douleur. C'était le débarquement. Quand on en poursuivait d'autres avec acharnement, qui avaient usurpé notre souveraineté. La Normandie, c'est pas tout une histoire de migration. Après tout, la Normandie porte le nom de ceux qui l'ont conquise. Pour nous rappeler quand même que les questions migratoires ne sont pas des questions qui datent d'hier, ni d'avant-hier. Et en regardant le titre « Calais et après », je pensais à Juliette Gréco. Quand elle chantait « Y aura-t-il un après à Saint-Germain-des-Prés ?» Cette chanson un peu doucereuse, un peu splinante. Et je me dis, mais après tout, est-ce qu'un jour, une chanteuse de talent chantera « Il y a plus d'après » à Calais. Alors, comment se peut-il qu'il n'y ait plus d'après à Calais? Et je rêverais d'être préfet à l'époque où il n'y aurait plus d'après à Calais, mais je pense que malheureusement, j'aurais quitté la carrière depuis longtemps. Il faudrait au moins 3 conditions réunies. D'abord, que l'après Calais, sur un plan géographique, cesse d'être un aimant suggestif pour les migrants. Car après tout, si nous avons sur le littoral, et Calais ne résume pas les points d'entrée vers le Royaume-Uni, Ouistreham, déjà Philippe, quand j'étais là, déjà à l'époque, c'était déjà un sujet, mais de Cherbourg, qui depuis bien longtemps, depuis le XIXe siècle, a été un lieu d'accueil pour les migrants au départ vers les États-Unis, jusqu'à la frontière belge et bien après, tous les ports, en réalité, de la France du Nord et de l'Europe du Nord.
sont des lieux de transit vers le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a massivement ouvert ses portes à l'immigration dans les années 90 pour casser le marché du travail, tout le monde s'en souvient. Fatalement, il y a une diaspora de tous les pays anglophones vers le Royaume-Uni, comme nous-mêmes. Nous avons, par notre passé colonial, suscité des pays francophones, notamment africains, un engouement pour la France. Donc oui, tant que le Royaume-Uni aura un aimant qui émettra des signaux positifs, tant que les regroupements familiaux continueront de s'exprimer, en tout cas par-delà le monde vers le Royaume-Uni, Calais représentera un lieu de passage parce qu'il y a un après-Calais que le Royaume-Uni. Et tous les traités du monde n'y pourront rien. Et toutes les frontières maritimes du monde, tous les Brexit du monde ne pourront rien contre ce phénomène qui est que la géographie, de toute façon, précède l'histoire. Deuxième point, c'est que s'il y a un après, c'est qu'il y a un avant. Et pour que Calais cesse d'être un lieu de passage, il faudrait que déjà les flux migratoires qui ont été abondamment évoqués, eux-mêmes se tarissent, ce qui veut dire qu'il faut aller agir sur les causes mêmes de ces flux migratoires qui se remettent en marche. D'ailleurs, ont-ils jamais cessé d'être mis en marche? Ont-ils jamais cessé? Certes, nous sommes jeunes, mais moi je me souviens des bateaux arrivant à Nantes qui venaient du sud-est asiatique, du Vietnam, du Cambodge, du Laos. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, on ait eu une France aussi hystérique. Jean-Marie Le Pen, en 1980, même, ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles, faute d'obtenir les signatures suffisantes. Nous en connûmes bien d'autres avant, nous en connûmes bien d'autres après les années 80, sans que l'hystérie soit convoquée pour traiter cette question migratoire. Mais mes bons amis, la question de l'avant, la question de l'amont, est une question absolument centrale. Je ne m'exprimerai pas dessus, car ce n'est ni mon métier, ni ma compétence, mais c'est la conviction que j'en ai. Puis enfin, s'il y a un après, s'il y a un amont ou un aval, il y a un pendant. Et convenons que Calais est le rendez-vous de toutes les hystéries, de toutes les irrationalités. C'est une espèce de phalanstère où personne ne pense pouvoir exister sans venir s'y exprimer. Et je pense qu'un jour, on publiera, je pense que Pierre le fera peut-être, ou Didier, je ne sais pas, ou peut-être tous les trois, ou tous les quatre avec Fabienne. On fera une compilation des pensées les plus profondes qui se sont exprimées à Calais. Calais, finalement, c'est un lieu où on ne sait pas en définitive si ce que l'on défend, c'est d'y demeurer, ou si, au contraire, c'est d'en partir dans des conditions qui soient des conditions dignes. Et le combat, finalement, de tous les jours, c'est un combat entre des sortes de situationnistes pour qui rester est un enjeu finalement existentiel, quand pour d'autres, rester est insupportable pour les droits de l'homme, pour ce que nous croyons des valeurs fondamentales par rapport aux droits de l'homme, et par conséquent amener les populations qui y résident à partir, car il n'est quand même pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, on entretienne cette idée selon laquelle rester, encourager au départ vers le Royaume-Uni, est une stratégie intelligente. L'après, l'amont, le pendant, c'est trois enjeux sur lesquels, pour ma part, je vous invite en tout cas à réfléchir et en tout cas à ne pas perdre de vue. Alors, quel est finalement le rôle d'un préfet et d'une administration d'État qui a été quand même singulièrement amputée de ses moyens pendant 10 ou 15 ans, je peux quand même le dire ici. Il faut le dire. Les DAS ont disparu du paysage. Les grandes administrations sociales de l'État qu'on a connues à quelques-uns pour parfois y avoir appartenu, nous-mêmes, ont disparu de la circulation. Et l'État, aujourd'hui, c'est un opérateur, c'est un décideur, c'est un maître d'ouvrage, c'est un grand architecte, mais qui, pour, bien sûr,
développer les plans d'action qu'il met en œuvre s'appuie sur des forces qui lui échappent dans bien des reprises. Et toute la difficulté qu'on a eue sur Calais et aujourd'hui sur le traitement des questions migratoires réside aussi dans cette difficulté qu'il faut que l'État, non seulement déjà soit capable de projeter une stratégie dans un ensemble extrêmement compliqué et contradictoire, mais qu'au surplus, ils parviennent à rassembler celles et ceux qui ont vocation à travailler. Comme l'a très bien dit Fabienne, celles et ceux qui ont vocation à travailler avec un commanditaire qui les paye, qui est l'État, n'est pas toujours facile pour des raisons qui tiennent tout simplement au statut de ceux qui interviennent. Associations humanitaires dont les chartes, dont les programmes, dont les valeurs les renvoient parfois à combattre les appareils étatiques, et que dire des associations humanitaires qui peuvent intervenir, alors qu'elles-mêmes d'ailleurs n'ont pas nécessairement une affiliation française. La difficulté de l'exercice est absolument fondamentale par rapport à cette donnée de l'organisation publique aujourd'hui. Un État qui doit définir des stratégies dont la mise en œuvre ne lui, pas qu'elle lui échappe, mais dont la mise en œuvre n'est pas toujours, contrairement à ce que vous pouvez croire, entre ses mains, et l'action de police n'est pas une fin en soi. Si l'action de police est nécessaire parfois, ce n'est pas ce qui tient lieu de stratégie. En tout cas, pour des préfets de la République, comme Fabienne Bussiot et comme moi. Alors, comment avons-nous traité, finalement, enfin, en quoi est-ce que Calais nous a fait changer de notre mode de pensée et comment Calais a renversé un certain nombre de tables, en tout cas dans l'establishment français? D'abord, il a fallu, et c'était la grande différence avec l'Allemagne, il a fallu concevoir, et Didier s'en souvient, on était à l'époque dans les sphères de Beauvau, il a fallu concevoir un plan d'action pour la prise en charge des personnes vivant notamment à Calais, mais pas seulement, d'abord à Calais. Et je me souviens très bien d'un premier plan sur lequel j'avais demandé que l'on travaille. À l'époque, donc, j'étais directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve, et le premier plan qu'on m'avait sorti, c'était un plan de réquisition. C'est un terme qu'on aime dans le camp préfectoral, mais je suis dissident. Moi, je n'aime pas la réquisition. Un plan de réquisition des gymnases. Tu t'en souviens, Didier? Ça a été une belle colère de ma part. Si on veut, je veux dire, susciter la répulsion, d'abord on emploie le mot réquisition, employé vis-à-vis de migrants, pour une situation qui n'est pas une situation conjoncturelle, mais pour une situation qui est structurelle. On réquisitionne un gymnase parce que les gens de la banlieue ouest sont bloqués une nuit parce qu'il y a de la neige. Ok, tout le monde peut le comprendre. Ça, c'est effectivement la réquisition, et encore que c'est une expression plutôt sui generis qu'une expression qui nous renvoie à une réalité juridique. Mais quand on sait que les populations dont il s'agit sont des populations que l'on a vocation structurellement à accueillir pour des mois et des mois, il faut essayer de s'appuyer sur des solutions qui soient des solutions pérennes. Et qu'à la difficulté de l'accueil, on n'ajoute pas un combat juridique et politique avec des municipalités que vous aurez grugées, en leur disant « Monsieur le maire, prêtez-moi, cher Philippe Augier, prêtez-moi votre gymnase ou votre belle salle de conférence qui parle des questions migratoires, en termes particulièrement savantes, et je vous jure que dans 15 jours, je vous la rends. » Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, à quelques-uns, ça n'a pas toujours été facile, mon cher Didier, on a, en partant des travaux, effectivement, de Haribo et quelques autres, on a projeté, à titre de préfiguration, ces centres d'accueil qui pouvaient, en tout cas structurellement et dans l'urgence, mettre à l'abri, dans des conditions dignes, des populations que tout menaçait. Je vous fais grâce des lazis et colibets que nous reçûmes, mais c'est la règle du jeu dans notre métier. Et contre toute attente, ça a plutôt marché. Tout le monde nous avait prédit que ça ne marcherait pas. Comme toujours, l'innovation sociale, ça ne marche jamais dans notre pays.
Et finalement, ça a marché. Et ça a marché pourquoi? D'abord parce qu'on a totalement, comme on dit dans notre pays, pardonnez-moi le terme, déconcentré, c'est un terme complètement barbare, c'est-à-dire qu'on a dit aux préfets, qui sont dans leur préfecture parfois à chercher à s'occuper, on leur a dit, les gars, vous avez une semaine pour nous trouver des places solides, sérieuses, pour accueillir des populations que tout doit conduire à être protégées. Comme la fibre Jean Moulin n'est jamais très loin dans le corps préfectoral, quoi que vous en pensiez, on a eu 100 fleurs qui se sont épanouies subitement et on a eu, il faut le dire, une quantité de demandes incroyable. L'un d'entre nous a eu une idée qui était quand même pas bête du tout, c'était de faire appel au comité d'entreprise. Je le dis aux camarades syndicalistes, car les syndicats nous ont quand même bien aidés. Voilà, c'est pas toujours les plus réformistes d'ailleurs qui nous ont le plus aidés. Et on a fait appel donc au comité d'entreprise qui nous ont prêté des centres de vacances, des maisons de repos qui étaient vides. Donc nous avons réussi cette première expérience. Et quand nous avons réussi la première expérience, comme l'a dit Fabienne, on était nettement moins bénets, si je puis dire, ou benets, pour traiter un plus grand nombre, bien sûr, ce qui nous attendait, car quand Bernard Cazeneuve a fixé la date du 24 octobre, date du départ, chaque préfet de région, et j'étais à l'époque parti dans le Nord et dans les Hauts-de-France, avait reçu sa feuille de route. Ma feuille de route, je l'ai reçue, c'était fin août. On m'avait dit il faudra trouver 880 places. C'était le quota que je devais prendre pour Calais. Et donc j'ai considéré qu'il fallait travailler dans les 5 départements de la région de France pour chercher des petites structures totalement dispersées dans cette région. Donc nous n'étions plus du tout sur les gymnases, plus du tout sur des réquisitions, mais j'avais fixé comme cap qu'il fallait que nous contractualisions la relation avec les maires qui allaient accepter d'accueillir des populations migrantes dans un climat totalement hystérique. Totalement hystérique. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai reçu fin août ma feuille de route. Fin septembre, c'était le jour de la Saint-Michel, j'ai aucune raison je ne peux pas l'oublier, j'avais couvert une fois et demie, ma feuille de route. C'est-à-dire j'avais plus de 1500 places. Dans une région quand même marquée par les fractures sociales, les fractures territoriales, les fractures politiques. Malgré ça, je n'ai eu aucun refus. Aucun. Ce qui veut dire qu'en méthode, quand on quitte la sphère nationale, qu'on quitte le périmètre très fermé du 7e et du 8e arrondissement, je vous jure qu'on défait un peu sa cravate, ici, je l'ai dit, et ça va beaucoup mieux. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, oubliez un peu les lectures extrêmement nationales, extrêmement à 10 000 mètres de haut, et allez, comme disait un monsieur qui avait un centre des droits de l'homme, qui était Chirac, et allez donc au cul des vaches, et vous verrez comme on négocie très bien avec des maires, y compris avec des organisations syndicales, je veux le dire ici. Mais c'est fou comme un débat qui est plutôt hystérique, abrasif au niveau national, devient finalement beaucoup plus accessible au niveau local. Une anecdote là-dessus, pour avancer, une anecdote. Je me souviens dans cette longue quête des maires dans les Hauts-de-France, je me souviens d'un qui avait des opportunités foncières, comme on dit chez nous, dans nos langages bien techno, Didier, hein, ça fera plaisir à notre ami d'Outre-Rhin. Donc, on était bien techno, et donc on cherchait des opportunités foncières. Et alors, je me souviens, on me dit, celui-là, il ne marchera jamais, parce que c'est un type très à droite, ça ne marchera pas. Je l'appelle quand même. Au début, il bougonne, il m'écoute, et il me dit, écoutez, monsieur le préfet, je veux bien, et je vais vous dire pourquoi. Dans un mois, c'est la Toussaint. Et je veux affronter le regard quand j'irai sur la tombe de mon père. Effectivement, il était d'origine polonaise. Et sans doute appartenant à une famille politique qui était
très, très opposé à l'accueil des migrants. Il l'a fait, et aujourd'hui, il va même accueillir un cadavre. C'est vous dire qu'il faut éviter de tomber prisonnier des débats nationaux. La clé du succès, c'est la proximité du dialogue, de la loyauté dans les relations avec les élus et les associations qui participent de l'accueil des populations migrantes. Et troisièmement, dans la loyauté, la vérité, c'est-à-dire celle qui consiste à effectivement fermer un centre d'accueil lorsque vous avez dit que votre centre d'accueil est ouvert pour 6 mois, pour 8 mois, pour 1 an. Au terme du délai, si la collectivité locale n'en veut plus pour X ou Y raison, ne serait-ce que parce que le patrimoine va servir à autre chose, vous redéployez vos populations migrantes ailleurs. Pour ma part, on est en février, donc ça fait maintenant 1 an et demi quasiment que tout ça fonctionne. Je n'ai eu aucun incident. Vous pouvez le vérifier, relire tous les articles de presse que vous voulez sur les Hauts-de-France. Je n'ai eu aucun incident. Au dernier congrès des maires du Nord, où toutes les sensibilités sont représentées, la politique migratoire qui a été conduite a même été applaudie. C'est pas le préfet qui a été applaudi, mais c'était les maires eux-mêmes qui s'applaudissaient parce qu'ils avaient réussi finalement à être les héritiers de leur propre histoire pour la plupart. Deuxième élément qui a beaucoup changé, il y a la méthode de travail. On a quitté l'unilatéralité de l'action de l'État, les discours de matamor qu'on aime bien parfois chez nous et qu'on appelle bonapartistes, et pour privilégier le contrat, une règle beaucoup plus souple. Et puis, on a aussi considéré, et ça c'est un débat qu'on a vu avec Didier Lesky et quelques autres avant Calais et bien après, c'était notre capacité à insérer. Notre pays est un pays qui aime la musique d'orgue et qui a construit ses politiques publiques autour de tuyaux d'orgue extraordinaires. Sauf qu'ils ne sont pas connectés entre eux, et vous pouvez avoir le plus beau clavier que vous voulez, les plus beaux discours que l'Assemblée nationale. Si derrière, vous avez un organisme qui a un outil, un instrument de musique qui n'est pas connecté entre ces différentes composantes, de votre politique, il n'en sortira rien. Ma conviction, pour ma part, c'est que nous avons une politique d'immigration qui est corsetée, d'abord par une histoire, où finalement on a l'immigration commune, celle qu'a gérée l'Office des migrations internationales en longue période et dont l'OFII aujourd'hui est la lointaine héritière, pas si lointaine que ça d'ailleurs, à 15 ans, celle qui finalement faisait venir, qui organisait l'immigration du travail, celle qu'on a tant connue et à laquelle on a tant fait référence, j'imagine, ce matin, en tout cas cet après-midi, et puis une deuxième vague migratoire, mais qui n'a jamais été conçue comme une vague d'ailleurs, qui était le petit clapot sur le mouvement migratoire, qui était les réfugiés, au sens politique du terme, au sens de la Convention de Genève. Alors on a tous nos passions, on se souvient de l'accueil de nos camarades latino-américains, enfin ça nous rappelle quelques souvenirs, et c'est vrai que quand on voyait la fille de Salvador Allende, personne n'était inquiet. Et comment peut-on être migrant quand on est soudanais ? Hein ? C'est comme dans les lettres persanes. Comment peut-on être persan ? Comment est-ce qu'on peut être réfugié quand on vient par vagues assez impressionnantes et que l'on procède d'origines, d'histoires qu'on ne connaît pas et qu'on procède de pays dont on n'a même pas la moindre idée de là où ils se trouvent. Et pour ces populations qui arrivent chez nous, sans qu'elles aient d'ailleurs toujours choisi le chez nous, quand elles arrivent, à supposer qu'on les mette à l'abri, avec les efforts désespérés de beaucoup de ceux qui sont ici. Mais quel projet pour ces populations? Imaginez-vous un instant vous-même projeté au Soudan ou en Afghanistan. Et vous imaginez votre projet? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un projet? Au-delà d'un toit sur du chauffage et à manger, il faut avoir un minimum de repères. La langue. Il faut avoir un minimum de contact, de personnes qui viennent vous, ne serait-ce que vous serrer la main, ne serait-ce que prendre vos gamins pour aller à l'école quand vous en avez. Et ça a été le programme qu'on a inventé dans cette région,
qui a fait l'objet d'une étatisation ensuite, sans royalties versées par le ministère de l'Intérieur, mais ça fait partie de tes dettes, mon cher Didier. C'était le programme pilote qu'on a inventé, on s'appelait pilote, programme d'intégration par les langues et le travail qu'on a inventé donc pour les populations qui venaient de Calais. Et on a inventé un programme de toutes pièces, on a pris 80 migrants qui étaient sur le camp de Calais, qui avaient été repérés par des universitaires lillois, et 80 qui avaient été repérés par des travailleurs sociaux, qui étaient plutôt, eux, enclins sur le travail. On a pris cette cohorte de 80 étudiants et de 80 travailleurs, et on les a intégrés dans un programme tout à fait expérimental, du jamais vu en France, mais assez inspiré de ce que font les Allemands, cassant les codes en disant, pendant le temps de l'instruction de l'asile, pendant ce temps masqué-là, on va tout de suite travailler dans deux autres directions. Un, la langue. Deux, les compétences. Et cette idée de travailler en temps masqué, c'est une organisation syndicale qui me l'a donnée. Et ça vous étonnera peut-être, mais c'est la FDSEA. C'est le monde agricole. Pourquoi ? Parce que le monde agricole, avec qui j'ai des relations toujours dialectiques, c'est normal, quand on est préfet, il y a une question de savoir quand est-ce que la préfecture va être assiégée en fonction de telle directive européenne. Et un jour, qui venait me menacer d'être assiégé avec des jets de purin que personne n'avait jamais connus, la réunion s'est terminée autour d'une bonne chope de bière et autour des migrants. Mais oui, ça mène à tout, les contestations sociales, et parfois de l'intelligence. Et on a échangé autour de la question des migrants. Je leur ai dit comment le monde agricole peut entrer dans ce dispositif-là. Et elle a dit, mais nous, ça nous intéresse. Dès lors que les migrants sont en situation régulière, qu'on peut les faire travailler, nous, on est preneurs. On a des grandes exploitations de betteraves, on a des grands céréaliers, on a des très grandes entreprises agroalimentaires sur les Hauts-de-France, ce qui est tout à fait vrai. Mais nous, on est tout à fait ouverts à participer à un programme de socialisation. Le programme pilote est né comme ça, alors avec quelques soutiens, dont celui de Didier Lesky et de quelques autres, on a mis en place ce programme. Eh bien, mesdames et messieurs, sur les 80 étudiants qui sont rentrés dans ce cursus-là, langue, formation en langue très forte, bilan de compétences et mise à niveau, plus de 70 ont rentré au mois de septembre cette année dans un cycle universitaire normal. Ils ont eu pour la plupart le statut de réfugié. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu, je leur ai accordé une carte étudiant étranger comme on le fait chaque rentrée universitaire. Et les 80 autres qui sont rentrés dans le programme pilote en tant que salariés, la quasi-totalité sont devenus des travailleurs en CDI, chez Decathlon, chez Auchan, dans le monde de l'agroalimentaire, et font partie aujourd'hui de ceux que nous montrons, si je puis dire, comme des gens qui, finalement, en une année de temps, ont réussi à s'insérer dans notre dispositif. Tout n'est pas parfait, l'apprentissage de la langue aisé pour les étudiants est beaucoup plus complexe pour les travailleurs, car moins ils ont de qualifications chez eux, plus l'apprentissage du français est compliqué pour eux. Mais nous y sommes arrivés. Nous avons reconduit le programme, comme le gouvernement a étendu au niveau national ce programme, il l'appelait HOP aujourd'hui, mais c'est la même chose, et nous le continuons pour les étudiants sous la même appellation de pilote. Et au 1er avril, nous aurons intégré dans ce dispositif 400 personnes. C'est pas mal. C'est pas si mal. Ça veut dire que les fonctionnaires, quoi qu'on en dise, c'est pas des butors. Hein, c'est quand même des gens qui sont capables aussi de réfléchir, qui ont aussi une intelligence, qui sont capables de connecter des cerveaux et qui, quoi que vous en pensiez, ont aussi une certaine idée et de la fraternité et de l'intégration et de l'insertion, ne serait-ce que par leur parcours personnel, figurez-vous. Et deuxièmement, ce que je pense, c'est que ces initiatives que nous avons eues, qui sont étendues France entière, nous ont obligés à sans arrêt élargir notre propos. C'était bien de mettre un toit sur la tête, mais ça n'a pas vocation à durer. C'est bien de trouver un emploi, mais il faut derrière qu'il y ait un logement.
Dans le logement, il y a le 20% patronal. Dès lors qu'on travaille chez Decathlon, dès lors qu'on travaille chez Auchan, je cite ces marques, je n'ai aucun intérêt à vous les citer, je vous le dis tout de suite, mais elles cotisent au 1% patronal. Par conséquent, leurs salariés ont accès au logement social. Le contingent préfectoral qu'on a tant voué aux gémonies et qu'on a même failli faire disparaître il y a quelques années, je le rappelle simplement pour que chacun ait du remords, aujourd'hui on est bien content de le trouver pour précisément permettre sa mobilisation. Dans le département du Nord, le contingent préfectoral était mobilisé à 26% il y a 3 ans. Il est mobilisé à 58%. On a encore des voies de progrès. Bon, enfin, on a quand même fait déjà un certain nombre de progrès. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, on rencontre assez peu de blocages lorsqu'on affecte ces logements aux populations dont nous parlons. La langue, l'apprentissage ou le réapprentissage d'un emploi, d'une formation professionnelle, le logement et l'insertion sociale. Et c'est là où la limite de l'État est atteinte, parce que l'insertion sociale, c'est les associations, c'est le maire de chaque ville, de chaque commune qui est compétent. Le maire qui est à la fois agent de l'État, je vous le rappelle, le maire est aussi agent de l'État, mais il est en même temps représentant de sa collectivité. Et là où finalement l'intégration et l'insertion fonctionnent, c'est là où vous avez un tissu associatif qui lui-même prend le relais et qui lui-même fait ce travail lent qu'on a connu à travers les âges. Tu citais le Parti communiste, il n'y a quand même pas le monopole quand même de l'insertion, mais en tout cas, tous ces facteurs sociaux, syndicalistes ou non, qui ont pu y contribuer. Alors voilà, c'est une Calais et après. Calais et après, c'est l'histoire d'un renouveau de la pensée de l'État, d'une idée forte qui est la nôtre de sortir des courants bureaucratiques et d'une envie forte de faire tomber les courants bureaucratiques parce que le triomphe des valeurs républicaines est à ce prix. Mais moi, je voulais terminer par 2 questions. Et j'aimerais bien que vous m'y répondiez. Et c'est moi qui vous les pose, et vous ne m'interrogerez pas du coup. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait de ceux ou de celles qui ne veulent pas rester sur le territoire national, et c'est leur liberté. Je la respecte. Ou ceux qui ne peuvent pas y rester, parce que condamnés pour X ou Y raison, et qui appartiennent à des nationalités pour lesquelles le renvoi est quand même un sujet pas seulement de philosophie, est un sujet extrêmement concret. Renvoyer un Kurde irakien dans son territoire, je ne suis pas sûr que vous trouverez beaucoup de préfets pour le faire. Je ne suis pas sûr. Il faut pas avoir beaucoup de policiers. Deuxième lieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est sans réponse pour l'instant. Alors c'est facile d'être dans son fauteuil à dire qu'est-ce que fait l'État. Qu'est-ce que vous faites vous, citoyens? On vient vous entendre sur ce point-là, parce que c'est un débat qui est central. Une politique de l'immigration qui est une politique asymétrique, tôt ou tard, vous êtes rattrapé par la partie qui ne fonctionne pas. Et Marine Le Pen joue beaucoup là-dessus. Tant qu'on n'aura pas trouvé l'équilibre entre une politique d'accueil et une politique de retour, et j'emploie le terme de retour à dessein, je pense qu'on aura de la peine à marcher sur nos 2 jambes. Puis enfin, une dernière question, rien que pour voir si vous ne dormez pas. Mine de rien, la France, quoi qu'on en dise, va avoir accueilli et va continuer d'accueillir, sous couvert du statut de réfugié, des milliers de gens qui sont pour la plupart célibataires. Mais mes amis, et c'est la grande différence avec les années 70 et 80, le regroupement familial, il est à la clé. Comment vous faites pour réussir cette fois-ci le regroupement familial quand on sait comment on a plutôt raté la saison précédente? Voilà, c'était juste pour voir si vous ne dormiez pas. Merci beaucoup pour ces 2
formidables interventions qui peut-être vont susciter quelques réactions ou quelques questions avant qu'on enchaîne sur le dialogue Benjamin Stora, Didier Lesky. Je sais qu'il commence à se faire tard, mais s'il y a une question, en tout cas, on peut la prendre là au fond, une jeune femme. Bonjour. Déjà, je vous remercie beaucoup tous les deux pour la finesse de vos témoignages qui, selon moi, ont quand même pas mal tranché par rapport au discours qu'on a eu avant sur le débat entre la priorité pour les Français et la priorité pour les réfugiés, en mélangeant réfugiés, demandeurs d'asile. Bon, j'ai trouvé un peu étrange. Vous avez souligné tous les deux le succès qu'ont été la mise en place des centres d'accueil et d'orientation. Je pense que c'est à raison. Mais je voulais souligner deux choses. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'État va transformer 2000 places de centres d'accueil et d'orientation en centres d'accueil et d'expertise des situations administratives, avec donc un autre objectif que l'orientation, mais plutôt le tri. Et j'aimerais aussi souligner le fait que donc, la gestion des CAO a été confiée à des associations et à des entreprises telles que Coalia ou Adoma, et que ces sociétés ont été soumises à énormément de pression, ce qui a créé des situations un peu aberrantes dans certains CAO, comme par exemple à Bretteville-sur-Lez localement, où on avait des travailleurs sociaux qui étaient employés pour des CDD de 3 mois. Comment, quand on est engagé dans une situation aussi précaire que ces travailleurs sociaux, on peut travailler à l'accueil et à l'intégration de gens qui ont l'espoir de s'installer en France sur le long terme. Et enfin, j'aurais voulu que vous reveniez sur quelque chose que je ne maîtrise pas bien, mais qui est le deal qui a été passé entre l'État et les migrants à Calais pour dédubliner les gens qui ont accepté de venir dans les CAO. Oui, sur la première question, bon, Didier peut peut-être en dire un mot, en tout cas sur la seconde, puisque c'est de sa compétence. Sur la première question, je vais essayer de vous expliquer qu'on n'a pas supprimé des places, on a gardé des places, mais ce qu'on vous expliquait tous les deux, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut qu'on marche sur deux jambes, et il faut que ce soit que tous les gens puisse examiner leur situation administrative. C'est simplement notre objectif. Et je peux vous dire, alors là, je suis préfète de la région Normandie, mais pour ce qui est de la Seine-Maritime, puisque là, c'est les préfets de département qui s'occupent de ça, vous avez beaucoup entendu parler de cette fameuse circulaire du 12 décembre qui des équipes mobiles. Enfin, je voulais vous dire que ça marche très bien et que les associations où nous allons sont ravis du travail que l'on fait parce qu'on leur débloque des situations qui étaient encalaminées, si vous me permettez l'expression, depuis des mois, voire des années, qu'on traite des gens, qu'ils soient français ou étrangers. On ne fait aucune ségrégation, on traite l'ensemble et c'est simplement pour créer la fluidité parce que tous les jours, toutes les semaines, par exemple pour la région Normandie, toutes les semaines, et j'en appelle à vous aussi, il faut que vous sachiez ça, je reçois en tant que préfète de région 29 migrants que je répartis entre les 5 départements. Donc on ne peut pas recevoir sans arrêt et se contenter de recevoir. Il faut non seulement traiter les situations administratives, passer ça pour leur donner un avenir, il faut commencer à traiter leur situation administrative et puis après, il faut les insérer parce que certains vont avoir le statut de réfugié et seront les citoyens de demain. Et juste avant peut-être de donner la réponse, vous avez raison, je ne l'ai pas expliqué, pour Calais, les Dublinés, le problème des Dublinés, beaucoup de personnes, quand elles sont parties de Calais, c'est vrai que ça avait été une discussion
assez serré avec le cabinet du ministre, avec les associations. Je dois dire que je plaidais, moi, en tant que préfète de la réalité et préfète face aux migrants. Je voulais que ce démantèlement réussisse et qu'il réussisse d'une façon humaine et digne, dans le respect des lois françaises. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. C'est ce qui est dans mon ADN et c'est ce que je défends. Et j'avais compris que certaines personnes ne voulaient pas aller dans les CAO parce qu'il y avait aussi eu un travail fait par certaines associations en disant si vous partez, certains voulaient les garder, les migrants, il faut être clair. Si vous partez, là-bas, après, on va vous dubliner, vous êtes passé par l'Allemagne, vous êtes passé par l'Italie, on va vous renvoyer. C'était pas aussi vrai que ça, mais le message circulait. Et donc, j'ai plaidé avec d'autres qui m'ont aidé auprès du ministre pour lui dire il faut faire une exception. Il faut qu'on défende une exception, que pour les migrants de Calais, on fera l'impasse sur les Dublins. Voilà. C'était juste une raison humanitaire et l'État a su faire. Je ne sais pas, Didier. Didier, sur les CAES. Les CEAS. Oui, les CAES, c'est ce que... Oui, alors, sur les contrats, là, je ne sais pas, puisque ça, c'est... Mais le travail que l'on fait, c'est effectivement pour créer de la fluidité. Je vais juste peut-être dire un mot, parce qu'il faut qu'on termine. Pour que chacun vous compreniez, car d'ailleurs ces sigles, on est renvoyé à des réalités très complexes. Et il faut dire qu'en France, on est champion et la technocratie pour inventer des sigles auxquels nous-mêmes on se perd. Non, mais attendez, de quoi s'agit-il? On va essayer d'être très concret, très simple. Lorsque vous êtes confronté à des arrivées extrêmement significatives, enfin en volume de personnes, votre première ambition, c'est la mise à l'abri. Parce que sans la mise à l'abri, je veux dire qu'on n'est plus en République. C'est comme ça ne se discute pas. On est dans une logique de mise à l'abri, cette exigence pouvant s'exprimer avec beaucoup de force, en tout cas de la part du représentant de l'État. C'est parfois l'incompréhension. Je regarde Pierre-Henri avec certaines associations qui, plus situationnistes que stratégiques, si je puis dire, veulent conserver leur population sur place. Mais ça fait partie des dialectiques que nous gérons. Une fois que vous avez mis à l'abri, vous avez une deuxième obligation, c'est d'orienter les populations. Sinon, vous créez des effets de trappe qui se retournent contre vous. Donc il est capital que très vite, nous impulsions des dynamiques qui nous conduisent à orienter les personnes accueillies vers des centres, vers des lieux, c'est-à-dire comme à l'hôpital, en fonction de la pathologie dont vous êtes affecté, on vous oriente. Bon, la migration, ce n'est pas une pathologie, qu'il n'y a pas de malentendu dans mon propos. Mais tout de même, les migrants qui rentrent dans des logiques de demande de réfugiés politiques, ils ont un cadre juridique qui renvoie vers des centres d'accueil spécialisés que quelques-uns à très bien connaître et qui renvoient donc à des traitements qui rentrent dans des cadres juridiques précis. Puis vous avez les flux migratoires qu'on dit de droit commun, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans des logiques de migration politique et qui sont assumés comme tels et pour lesquels vous avez une obligation aussi d'apporter une réponse juridique à leur situation. Alors c'est vrai qu'on préfère traiter la première catégorie que traiter la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est sûr, voilà, ça ennuie tout le monde. Hein. C'est un peu le chewing-gum sur votre veste. Qu'est-ce que vous en faites, surtout quand vous avez des Afghans, des Kurdes que vous ne pourrez jamais renvoyer. Et oui, madame, n'occultons pas cette vérité-là, surtout pas dans une telle salle. Car si ici on n'en parle pas, je ne sais pas où on en parlerait. Parce que c'est précisément là où le destin de la politique migratoire est en difficulté. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de réponse, hormis les yakas faucons. Ben, quand on est préfet, on essaie de trouver le défilé qui nous permet de passer. On travaille sur des tas de sujets, mais ce sera peut-être pour un prochain colloque que Philippe Augier organisera. Et à l'année prochaine, Philippe. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Et je vais appeler à la table, enfin en tout cas sur la scène, Didier Lesky et Benjamin Stora pour un dialogue autour des migrations. Benjamin Stora, président de la Cité de l'immigration, et Didier Lesky, que vous connaissez déjà puisqu'il est déjà intervenu. Je leur laisse la place.